Nous allons à présent poursuivre notre réflexion par une table ronde. Une table ronde intitulée « La ville, le quartier et la nation, les exigences de l'accueil ». Donc notre parti pris est de présenter 3 expériences concrètes. D'une part, en assumant un jeu d'échelle, vous allez avoir une expérience au niveau local, à l'échelle d'un quartier, une commune et au niveau national. Et d'autre part, chacun des intervenants va présenter brièvement une expérience, mais sans concession. C'est-à-dire qu'ils vont présenter les avancées, les réussites, mais ils vont partager aussi avec nous les difficultés, voire les échecs. Parce que les échecs peuvent aussi nous aider à voir et à comprendre. Donc, je donne la parole dans un premier temps à Isabelle Coutan, qui est sociologue à l'École des hautes études en sciences sociales. L'an passé, elle a publié un très beau livre, « Les migrants en bas de chez soi ». Donc, Isabelle va nous parler de son quartier, la place des Fêtes dans le 19e, et l'histoire d'un lycée désaffecté qui était occupé par des migrants. Donc, nous allons voir le récit d'une sociologue, d'une habitante, une parent d'élève qui est tiraillée entre le désir d'aider et de comprendre. Ensuite, nous donnerons la parole à Pierre Narin, qui est maire adjoint à Jouy en Josas, donc une commune de 8000 habitants dans le département des Yvelines. Et Pierre Narin va nous présenter la création d'un centre de formation pour accompagner l'insertion de réfugiés. Et enfin, on donnera la parole à M. Patrice Spinozzi, qui est avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. On va parler du délit de solidarité et de la notion de fraternité. La fraternité, enfin, vient d'être érigée au rang de principe constitutionnel, au même titre que l'égalité et la liberté. Concrètement, ça veut dire quoi? On a la chance, l'honneur d'avoir l'un des protagonistes de cette bataille juridique. Grosso modo, on laisse 15-20 minutes, donc on aura une petite heure pour vous présenter ces 3 expériences, et ensuite la parole à la salle pour terminer à 12h25. Donc, merci d'avance, Isabelle. Bonjour. Donc je suis sociologue de métier. Ça fait une vingtaine d'années que je travaille sur les quartiers populaires et notamment je me suis intéressée plutôt à la question de la jeunesse des quartiers d'habitat social. Mais cette dernière recherche, cet ouvrage, c'est très particulier comme expérience. C'est pas une recherche que j'ai planifiée. C'est un événement auquel j'ai d'abord été confrontée en tant qu'habitante du quartier de la Place des Fêtes à Paris. Donc c'est un quartier qui se situe dans le nord-est parisien. C'est un quartier populaire constitué à 50% d'habitat social et un quartier multiculturel. C'est une terre d'accueil, en fait, c'est le Haut-Belleville. Donc c'est une terre d'accueil depuis la fin du 19e siècle qui a accueilli de nombreuses vagues d'exilés à différents moments de l'histoire. Au milieu de l'été 2015, il y a une centaine de migrants, essentiellement des hommes, qui étaient originaires de Soudan, d'Érythrée et d'Afghanistan, qui ont investi un ancien lycée désaffecté dans ce quartier. Ils ont été amenés là par un collectif de militants qui s'était constitué autour des campements de rue sous le métro La Chapelle à Paris au mois de juin. Et donc ces collectifs de militants, ça regroupait à la fois des gens qui avaient été investis sur la cause des sans-papiers, des gens aussi de différents engagements politiques ou syndicaux, et aussi tout un ensemble d'habitants du 18e, des riverains du métro La Chapelle, qui avaient été choqués notamment par la manière dont ces campements avaient été évacués par les violences policières qui avaient été exercées à l'encontre des migrants à ce moment-là. Donc tout au long du mois de juin, en fait, il y a eu différents campements dans les rues de Paris, successivement évacués, jusqu'à ce que finalement un groupe de militants ait l'idée d'emmener une centaine de migrants dans ce bâtiment. La particularité de cette occupation, c'est qu'elle a été acceptée en fait par la ville de Paris, par la mairie centrale. Il y a eu une forme de tolérance au milieu de l'été, en se disant on ne demande pas l'évacuation. Et en même temps, tolérance, mais pas d'implication concrète. Pour le coup, la mairie d'arrondissement, la mairie du 19e arrondissement, a été mise devant le fait accompli. C'est vraiment au niveau de l'hôtel de ville que cette situation a été acceptée. Et donc, c'est un lieu qui a fonctionné en autogestion. C'est-à-dire que l'ensemble des militants qui étaient là revendiquaient aussi cette autogestion. C'était des gens qui étaient remontés contre la manière dont les migrants étaient accueillis,
qui dénonçait la manière dont la politique d'accueil était non menée et qui aussi reprochait du coup aux associations traditionnelles d'aide aux migrants d'être dans une forme de complaisance par rapport à l'État et à ses manquements et donc du coup et dans une forme de paternalisme vis-à-vis des migrants. Il y avait toute une réflexion du côté des militants qui avaient amené les migrants dans cet endroit. Donc moi j'ai découvert cette situation pendant l'été comme beaucoup d'habitants par les réseaux sociaux, par la presse, voilà, à distance. Ma réaction première, qui a aussi été celle de beaucoup d'habitants, ça a été d'abord et de la colère et de l'inquiétude, pas contre les migrants, mais contre la mairie de Paris, qui tolérait finalement une occupation dans un des quartiers les plus en difficulté de la ville. C'est-à-dire que, voilà, loin des lieux touristiques, loin des beaux quartiers. C'est ce bâtiment, donc je ne sais pas si on peut voir quelques photos. Ouais. Ce bâtiment, il se situe, donc c'était une des premières photos sans doute, hein, il se situe au pied des HLM, en face du collège du quartier, qui est un collège réseau d'éducation prioritaire, qui est déjà un collège très en difficulté. Vraiment, il y avait 2 mètres qui séparaient l'entrée du collège et l'entrée du lycée, hein, occupée. Donc en fait, il y avait une forme de colère contre la ville, un sentiment de mépris pour ce quartier et inquiétude de cette cohabitation entre cette occupation et le collège voisin. Donc moi, j'ai d'abord vécu ça à distance. En rentrant de vacances, je me suis rendu compte que cet événement créait beaucoup de clivages et de tensions dans le quartier, hein, qu'il y avait des tensions dans les associations locales, que l'amicale des locataires du bâtiment immédiatement voisin avait explosé entre les pour et les contre. Enfin, est-ce qu'on soutient, est-ce qu'on dénonce ? Et donc ça créait des scissions et donc quand même de l'inquiétude chez les gens impliqués localement en se demandant mais que va devenir le quartier finalement ? Est-ce que c'est un quartier déjà fragile ? Qu'est-ce que ça va provoquer ? Donc c'est à ce moment-là que j'ai décidé de m'y intéresser comme sociologue. Enfin, voilà, à la fois d'aller voir ce que je pouvais faire comme habitante, mais je me suis dit que c'était début septembre 2015. Il y a eu aussi, c'est le moment où il y a eu la mort du petit Elan. Je ne sais pas si vous vous souvenez, donc une grande émotion globale avec cette idée que l'humanité était échouée. Et Angela Merkel à ce moment-là qui elle annonce une ouverture de l'Allemagne et dans une politique d'accueil. Donc je me suis dit qu'il y avait une petite expérience là, une micro-expérience de ce qui était en train d'arriver à l'Europe et que si peut-être j'essayais de comprendre de comprendre des choses à l'échelon local pour essayer de comprendre peut-être des processus plus généraux de ce qui était en train de se passer en Europe. Parce que c'est rare qu'on puisse faire des expériences en sociologie, en sciences sociales. J'avais une situation, de mon point de vue, quasi expérimentale en fait. Donc voilà, donc j'ai décidé de faire une enquête. Donc j'ai été dans différentes réunions locales. J'ai d'abord pris des notes, beaucoup observé. J'ai essayé de comprendre les rapports de force à l'échelle locale. Et ma question, c'était qu'est-ce que ça va faire ? Et puis c'est quoi ? C'est déjà une question qui m'a souvent travaillé dans mes travaux. C'est quelles sont les conditions sociales de la tolérance ? Qu'est-ce qui fait qu'on tolère ou pas ? Et voilà, c'était une de mes questions. Mais en septembre, je ne savais pas du tout ce que ça allait donner, ce que ça allait produire. Et donc, à la rentrée scolaire, quand les enfants sont rentrés au collège, ils étaient déjà 450. Donc 150 au moment de l'occupation, 450 à la rentrée scolaire. Et donc là, l'autogestion commençait à se traduire par beaucoup de désorganisation. C'était des hommes qui ne parlaient pas la même langue. Donc il y avait un fonctionnement en assemblée générale avec des militants qui faisaient appel à des traducteurs. Mais bon, voilà. Au quotidien, malgré tout, c'était des hommes qui cohabitaient, qui avaient vécu des choses pour la plupart traumatisantes et qui ne parlaient pas la même langue. Donc c'était compliqué. C'est à ce moment. Alors, en même temps, j'ai été surprise au moment de la rentrée parce que le principal de ce collège, qui a probablement joué un rôle important dans la manière dont les choses ont évolué, a eu d'emblée un discours, a imposé un discours d'accueil et un discours de tolérance par rapport à ceux qu'il appelait nos nouveaux voisins. Donc, il était très calme donc, par rapport à tous les parents d'enfants qui avaient entre 11 et 15 ans. Et ce qui m'a surpris, c'est qu'à cette réunion d'accueil, il n'y a eu aucune réaction du côté... les parents ont entendu ce discours et il n'y a pas eu de questions, pas de colère, pas de... Voilà, je suis la seule à avoir posé une question en demandant mais comment ça va être travaillé avec les enfants. Il y a eu et je me suis dit ça se passerait quand même pas n'importe où comme ça. C'est quand même curieux ce quartier, c'est intéressant aussi de comprendre pourquoi finalement les gens sont ni en colère ni en panique. Et je me suis rendu compte qu'il y avait déjà eu un travail qui avait été effectué par justement une association de parents d'élèves, en lien avec les enseignants, en lien avec le principal. Alors tous les enseignants n'étaient pas contents, hein.
Il y avait un peu des tensions, mais globalement, il y a un groupe d'enseignants aussi qui a dédramatisé les choses, qui est rentré à la rencontre des migrants, qui a fait un travail de préparation aussi, qui est allé rencontrer, parce qu'une manière de faire tomber les peurs, c'est de rencontrer. Donc des enseignants s'étaient mobilisés, des parents d'élèves aussi, et notamment ceux qui habitaient justement la barre voisine. Aussi dans l'idée à la fois de se dire qu'il faut qu'on soutienne ces gens, mais il faut aussi qu'on évite que ça explose ici. Avec l'inquiétude aussi que la situation soit instrumentalisée par le Front National, parce que le Front National avait commencé à distribuer des tracts. Donc du coup, il y avait eu un travail finalement de préparation, un petit peu, pour que la rentrée se passe dans le calme. Et alors, c'était pas n'importe qui, donc ils se sont créés, ce groupe de parents d'élèves, essentiellement des femmes, et ça c'est quelque chose qu'on retrouve sur sur beaucoup d'engagements, en tout cas sur les engagements d'urgence du quotidien autour des campements de rue, ce sont beaucoup des femmes qui interviennent. Donc qui étaient ces gens? Alors il y a à la fois des gens qui avaient c'est les profils qu'on a aussi dans les gens qui s'engagent dans le réseau Éducation sans frontières. Ce sont souvent des gens qui ont des parcours d'exil dans leur propre famille, à la génération de leurs parents ou de leurs grands-parents. Donc c'est pas eux directement concernés, mais il y a quelque chose dans l'histoire familiale qui se réveille au contact de ces événements. Donc ça, c'est un profil d'habitants. Et puis sinon, ça a été relativement efficace, ce groupe solidaire, parce qu'en fait, c'est des gens qui avaient déjà... Les mobilisations, elles s'inscrivent souvent dans une histoire de mobilisation antérieure. Et là, en fait, ces parents d'élèves, je me suis rendu compte que c'est des gens qui déjà avaient un engagement local autour des écoles, aussi parce que c'est des quartiers relativement délaissés. Et donc, c'est ce que disent certains parents. De toute façon, ici, il faut se battre pour tout. Contre les fermetures de classes, enfin voilà, donc des gens qui ont l'habitude de se battre aussi pour le quartier. C'est plutôt des gens qui appartiennent aux classes moyennes et supérieures, parce que c'est pas que des quartiers uniquement populaires, c'est quand même Paris, donc voilà, il y a aussi des cadres. Donc catégorie intellectuelle et artistique, mais avec un engagement local et notamment un engagement de ce qu'ils appellent une forme de politique du quotidien, qui est de mettre leurs enfants dans les écoles publiques du quartier et de lutter contre l'évitement scolaire. Donc leur manière à eux aussi de se rassurer sur ce qui se passe à l'école, c'est de s'y impliquer. Et donc il y avait eu tout un travail, donc c'est des gens qui se connaissaient en fait, des mères notamment qui se connaissaient depuis déjà 15-20 ans en fait, autour de la crèche parentale, parce que c'est aussi des quartiers où il n'y avait pas de crèche, autour de la crèche parentale, autour des écoles, autour du réseau Éducation sans frontières dans les années 2000, puisqu'il y a beaucoup d'enfants d'immigrés et d'immigrés sans papier déjà dans ces écoles. Il y a 25% d'immigrés dans ce quartier, pour donner non. Si, c'est ça, 25% d'immigrés. Donc déjà un engagement de ce type-là. Et puis un an auparavant, il y avait eu un engagement, une mobilisation autour du collège pour éviter qu'ils sortent de la carte du réseau d'éducation prioritaire, parce que les calculs avaient été mal faits. Donc il y a tout ça qui s'est réactivé autour de l'événement. Donc moi, j'ai étudié ces choses-là. Et puis du coup, ça donne lieu à un certain nombre de portraits d'habitants pour essayer de comprendre qui sont ces gens. Donc voilà, notamment avec des histoires d'exil que je raconte. Et puis je me suis aussi intéressée à... Alors ça, pour le coup, après coup, donc cette occupation, elle a duré 3 mois. Et à la fin, ils étaient 800 en octobre, donc c'était de plus en plus ingérable. C'était devenu le lieu d'arrivée des migrants sur Paris. Les passeurs donnaient comme point d'arrivée à Paris ce bâtiment. Il y a eu effectivement en plus des problèmes de trafic, prostitution, des choses comme ça. C'était très compliqué comme lieu au bout d'un moment. Et donc la ville de Paris, du fait des questions d'insécurité, d'insalubrité, a demandé quand même à un moment donné au tribunal de prononcer l'évacuation. Donc au final, ça a duré que 3 mois et le jour de l'évacuation, fin octobre, ils étaient 1400. Ça a duré 4 heures, des bus sont arrivés, et bus après bus, ils ne savaient pas où ils partaient. Par contre, il y avait eu un travail qui avait été fait par les habitants, de mise en relation de délégués des migrants avec la préfecture, avec l'hôtel de ville, pour faire en sorte de cadrer les choses, et notamment le souci des habitants, c'était que l'évacuation se passe sans violence, sans brutalité policière, et que tout le monde soit relogé, quel que soit le statut. Parce que dans ce lieu, à la fin, il y avait aussi des sans-papiers qui ne relevaient pas de l'asile. Il y avait des Tunisiens, des Marocains, c'était devenu un squat. Et donc, un des enjeux était celui-là, et que pour le quartier, les gens ne voulaient pas avoir sous les yeux des violences. Donc, il fallait qu'il y ait un certain nombre de garanties pour que l'évacuation se passe bien, et que notamment qu'il n'y ait pas d'expulsion, pas de prononciation d'OQTF à la sortie, de choses comme ça. Donc de fait, il y a eu 40 bus. Les migrants ne savaient pas où ils allaient. Il y en a eu qui ont été répartis un peu partout sur le territoire. Mais ils ont tous été relogés au moins à court terme.
après, je suppose que les sans-papiers, ceux qui ne relevaient pas de l'asile, passaient l'hiver, se sont retrouvés à nouveau à la rue, relevaient éventuellement du 115. Et les Dublinés, ceux qui en théorie pouvaient recevoir une OQTF, n'ont pas non plus. Enfin voilà, ont été dans des centres d'hébergement d'urgence. Et moi, j'en connais un certain nombre qui, du coup, par la suite, ont pu faire leur demande et aujourd'hui sont en règle. Donc voilà comment ça s'est passé. Je me suis quand même intéressée aussi après coup, et peut-être que j'ai bientôt terminé, aux traces de cet événement dans le quartier, et notamment à ceux qui étaient contre cette occupation et à ceux qui ont très mal vécu cet événement. Donc, une fois que l'évacuation a eu lieu, je suis allée rencontrer. Donc, c'est le moment où j'ai fait des entretiens avec les voisins. Donc, tous ceux que j'avais repérés du côté de la mobilisation, les gens que j'ai appelés solidaires, je suis allée rencontrer un certain nombre pour faire des entretiens. Mais j'ai aussi été rencontrer des gens qui justement, notamment dans la barre voisine, où il y a eu énormément de conflits, les gens se disputaient dans le hall, dans les allées. J'ai essayé de rencontrer, c'était plus difficile à faire comme enquête, ceux qui avaient prononcé des propos de colère et voilà, ne supportaient pas cette situation. Donc là, j'ai pas pu faire l'enquête comme on fait souvent. Nous, on fait des enquêtes boule de neige, c'est-à-dire qu'on rencontre des gens qui nous recommandent des gens et on rentre dans un système d'interconnaissance. Là, sur ces gens-là, j'ai rencontré des individus de différentes manières, par différents canaux, mais qui n'étaient pas forcément reliés les uns avec les autres et qui ne s'étaient pas mobilisés pour le coup. Alors, une hypothèse aussi qu'on peut faire, c'est que le discours local, au bout d'un moment, qui a pris le dessus, ça a été un discours d'accueil. Et du coup, ça a aussi contrôlé, contenu les paroles de rejet, en fait. Et il n'y a pas eu de mobilisation construite anti-migrants. Il y a eu des paroles, mais il n'y a pas eu de groupe. Alors qu'il y avait eu au début une tentative de pétition. En fait, ça a très vite été comme s'il y avait quelque chose là qui n'était pas politiquement correct. Et il y avait une enseignante du collège qui disait « le politiquement correct a encore du bon ». Pareil, au niveau des enseignants, quelque part, les paroles trop hostiles, elles ont été très contenues. Mais je suis quand même allée rencontrer ces gens parce que je pensais que c'était aussi important de les entendre et de comprendre. C'est quelque chose que j'ai déjà fait dans différentes recherches, de comprendre. Voilà, j'ai régulièrement fait des entretiens, par exemple, avec des gens qui votent pour le Front National. Et du coup, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de profil type de ces gens hostiles et que parmi les gens qui n'avaient pas supporté cette occupation, il y avait aussi, ce qui m'a à un moment perturbée parce que je ne comprenais pas trop les logiques, c'est-à-dire que socialement, il y avait différents statuts et notamment aussi du point de vue de la migration, il y avait des enfants d'immigrés qui tenaient des propos très durs sur ces nouveaux arrivants. Ils ne sont pas comme nos parents, ils ne viennent pas pour travailler, et ils sont là et ils fument du shit, et voilà, ça se voit, ils ont des téléphones portables, et ils ont des baskets neuves, voilà. Et des immigrés parfois aussi, qui ne supportaient pas cette cohabitation. Donc c'était très hétérogène en fait, et c'était pas forcément, et donc en faisant des entretiens un peu approfondis, dans la grande majorité des cas, c'est pas tout le temps le cas, mais moi, sur les gens que j'ai rencontrés, peut-être aussi parce que les gens qui ont accepté de me rencontrer, c'était pas les plus hostiles, mais en fait, le rejet n'était pas synonyme de xénophobie. C'était pas ça qui était en jeu, en fait. Il y avait des gens qui disaient, nous, on n'est pas contre tous ces gens qui arrivent. Tout le monde a droit d'avoir le soleil sur son paillasson. Mais pourquoi ici ? Nous, on a déjà nos difficultés. Donc, on a déjà nos difficultés comme quartier. On a déjà nos difficultés dans nos vies personnelles. Et il faut déjà qu'on intègre nos familles à nous, qui sont déjà là. Et donc, voilà, pourquoi ici ? La colère, il y a un certain nombre de fois où c'était ça. Il y avait aussi parmi les immigrés certains qui étaient dans la douleur de ce mythe d'Europe qui était entretenu par les immigrés eux-mêmes dans les pays d'origine, quand ils retournent, en disant mais il faut arrêter, et qui voyait toute la jeunesse de son pays, c'était un Guinéen, venir s'abîmer ici, en voyant un certain nombre d'entre eux s'abîmer ici, en disant il faut arrêter aussi. Il dit c'est bien les gens de gauche qui sont pour l'accueil, mais en même temps c'est pas ça la solution. Il faut trouver des solutions pour qu'ils puissent rester. Personne n'a envie de partir. Lui-même parlait de son propre exil à 17 ans comme un traumatisme encore. Et il disait c'est très dur. On se rend pas compte de ce que c'est que la souffrance d'être loin des siens, de pas pouvoir retourner voir à l'enterrement de sa mère parce qu'on n'a pas de papier ou des choses. Il disait. Et donc lui, il était dans une autre forme de douleur et une autre forme de rejet de ce qui se passait. De ce point de vue-là, contre en fait ce mythe de l'Europe comme solution pour ces jeunes-là. Voilà, donc j'ai plein de profils différents. Sur les traces concrètes, il y a eu des élections régionales 2 mois après l'évacuation du bâtiment. Alors c'était un peu particulier parce que c'est aussi post-attentat du Bataclan. Et donc le quartier qui a été touché par les attentats c'était novembre du coup, novembre 2015, c'est 3 stations de métro plus loin. Il y a aussi des gens du quartier qui ont pu être indirectement concernés. Donc c'est difficile d'analyser les effets sur le vote, mais malgré tout,
Sur le bureau de vote immédiatement voisin de ce sous-quartier, il y a quand même une légère montée du vote pour le Front National, suite à cet événement, plus importante relativement que dans les autres bureaux de vote du quartier. Donc on peut penser qu'il y a quand même eu un effet de l'événement, mais ce n'est pas si élevé que ça. Et par contre, le Parti socialiste, qui était le parti dominant, et qui était le parti du maire d'arrondissement et de la mairie centrale, a été très sanctionné. Il a fait 10 points de moins que dans les autres bureaux, alors que normalement, c'est les mêmes chiffres à peu près. Et ça s'est traduit aussi par un vote qui s'est reporté sur l'extrême gauche et sur les écologistes. Voilà, pour voir sur les effets politiques immédiats. Après, je n'ai pas étudié sur le long terme si ça a forcément des effets. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça a donné dans le quartier? Je m'arrête là. Ça a donné d'autres formes de mobilisation. Les gens qui s'étaient engagés pour les migrants ont créé un café associatif qui se réunit une fois par mois dans l'espace public avec l'idée de sortir de l'entre-soi, parce que c'est plutôt les catégories, entre guillemets, bobos, on va dire. Donc cette idée de faire que tous les gens se rencontrent, donc jusqu'à aujourd'hui, ça a lieu. Ça a accentué quand même les liens à l'échelle locale. Ça a augmenté ce que nous, en sociologie, on appelle le capital social, les interconnexions locales. Donc ça, c'est une force pour un quartier. C'est un quartier qui, du coup, aussi peut être plus apte à se mobiliser pour défendre ses intérêts. Et puis aussi, donc, qu'est-ce que ça donne? Ce lieu, il a été transformé depuis 3 mois après l'évacuation en centre d'hébergement d'urgence officiel géré par Emmaüs. Il y a 140 personnes à l'intérieur. Il y a un travail qui s'est fait d'articulation, pas dès le début, mais progressivement un peu avec le quartier. Et puis, c'est un peu un lieu modèle, un peu vitrine pour la ville. Il y a quand même beaucoup d'actions socioculturelles, des choses. La personne qui s'occupe de tout ça est vraiment très bien. Et par contre, en même temps, tout l'enjeu, c'est qu'en amont de ça, ça devait être une médiathèque, ce bâtiment. Il n'y a pas de médiathèque dans le 19e arrondissement de Paris. C'est le seul arrondissement sans médiathèque. Et ça avait été une victoire pour les personnes locales d'en obtenir une. Donc voilà. Donc aujourd'hui, l'enjeu, c'est aussi comment faire en sorte de dire aux habitants, c'est pas les migrants à la place de vous. Il va quand même y avoir une médiathèque, mais associée à une maison des migrants, qui ne sera pas un lieu d'émergement, mais un lieu ressource pour les migrants. Voilà, merci. Sur les effets de cette histoire. On pourra plonger par les questions. Merci. Voilà. Bonjour. Merci d'abord au CERAS de m'avoir invité à participer à vos journées. Je suis donc maire adjoint de Jouy-en-Josas, chargé de l'urbanisme et des nouveaux projets. Je précise aussi que j'ai une autre vie qui est une vie professionnelle qui m'a amené à occuper diverses responsabilités dans la fonction publique ou parapublique, État, collectivité, domaine de l'aménagement notamment. Je dis ça parce que je serai amené à dire des choses sur l'État et sur son mode de fonctionnement. Donc, je vais vous dire juste que je connais un petit peu ces rouages de l'État, notamment dans le domaine, je dirais, du logement, de l'aménagement du territoire et de l'écologie. Alors, je vais vous raconter une histoire qui est pas une histoire très gaie, parce que en fait, c'est un échec dont je vais vous parler. Mais voilà, on m'a dit que ça pouvait être intéressant de relater un échec, et je pense qu'effectivement, il y a sûrement des leçons à tirer. Alors, j'essaierai en conclusion de vous faire part de mes propres enseignements que j'en tire moi, en tout cas, ou des questions en tout cas que ça peut poser, ce que nous avons vécu à Jouy-en-Josas avec ce projet de centre d'accueil pour réfugiés qui a avorté. Mais avant de raconter l'histoire, je voudrais juste donner aussi quelques éléments de contexte, parce que Jouy-en-Josas, c'est une commune qui est un peu connue parce que c'est là que se trouve la grande école HEC. C'est aussi la commune de Oberkampf qui a été l'inventeur de la toile de Jouy. Alors Oberkampf, il a sa rue à Paris, sa station de métro, mais on ne fait pas toujours le lien avec la toile de Jouy et Jouy-en-Josas. Et c'est vrai que c'est important de dire ça parce qu'il y a une tradition industrielle. À la fin du XVIIIe siècle, il y avait une grande usine de fabrication de toiles à Jouy qui avait été fondée par Oberkampf, qui était un immigré allemand, qui était venu au moment où la fabrication de la toile a été libéralisée en France, et qui a employé jusqu'à 2000 personnes. Et on va dire que cette tradition, alors même si la toile de Jouy, ça fait longtemps qu'elle n'est plus fabriquée à Jouy, il y a quand même une tradition un peu ouvrière qui est restée dans cette commune, puisque il y avait aussi des petits lotissements, des jardins ouvriers qui ont été créés dans la commune, dans laquelle venaient des ouvriers notamment de chez Renault. Et il y a encore dans la population, alors malheureusement c'est très difficile à maintenir, mais il y a encore une petite diversité qui existe peut-être un tout petit peu plus forte que dans d'autres communes de la périphérie de Versailles qui se trouve tout autour de Jouy.
Bon, il y a une autre une autre conséquence, c'est qu'il y a une communauté protestante qui est non négligeable, qui existe à Jouy. Et puis il y a une grosse communauté catholique. Et puis au carrefour de tout ça, il y a une vie associative assez importante et beaucoup de gens qui sont engagés, alors soit dans le secours catholique, dans divers le secours populaire, dans SNL, enfin différentes associations qui ont des actions assez fortes dans le domaine, je dirais, de l'accompagnement, de l'accueil des personnes en difficulté. Alors nous, notre municipalité, nous avons été élus en 2008, c'est la fin d'un deuxième mandat. Et justement, je pense qu'on a été élus peut-être aussi compte tenu de ce contexte local, le fait aussi que la maire sortante ne se représentait pas. Et à cette élection de 2008, il y avait le candidat qui avait été choisi par le parti dominant de l'époque, ça s'appelait l'UMP à l'époque, ou RPR ou UMP, je ne sais plus. Il y avait une liste centriste et puis il y avait une liste de droite extrême, enfin, pas Front National, mais enfin qui rassemblait des personnes qui voulaient surtout qu'on ne bouge pas et qu'on reste entre soi dans la commune. Et nous sommes arrivés avec, sur la base d'une présence dans la commune, une présence associative depuis pas mal de temps, une association qui disait il faut un cap, il faut un projet, des méthodes de concertation que la maire précédente ne pratiquait pas beaucoup, et se fonder sur un projet social en rassemblant des gens de sensibilités diverses, mais sans appartenance. Alors les gens pouvaient avoir une appartenance politique séparément, mais en tout cas la liste s'est présentée comme un rassemblement de personnes de bonne volonté qui avaient envie de faire vivre ce projet social ensemble. Et de fait, c'est vrai que sur la liste se retrouvaient des personnes de sensibilité de centre, de droite et de gauche, et qui ont réussi à coopérer ensemble et qui opèrent toujours ensemble aujourd'hui. Alors, l'action que nous avons eue aussi depuis cette époque, ça a été notamment de développer, de redéfinir un projet social important, parce que c'est vrai que même si Jouy est une commune plutôt de personnes sans trop de difficultés, il y a aussi des personnes en difficulté. On a aussi développé l'accueil, et notamment en s'appuyant sur des partenaires comme SNL que j'ai déjà cité, aussi créer du logement d'insertion sur la commune. On avait aussi une commune qui était très fortement déficitaire en logements sociaux, donc qui était soumise à l'impératif de la loi SRU, qui obligeait à construire de nouveaux logements sociaux. Alors bon, c'était un peu vécu comme une obligation qu'il fallait essayer qu'on était obligé de prendre en compte et qu'on essaie parfois de détourner pour certains. Nous, on a essayé d'en faire un élément positif en disant, travaillant avec l'opinion, les associations locales, pour montrer que la construction de logements aidés de différentes catégories, c'était aussi une chance pour la commune, pour maintenir son dynamisme, pour maintenir ce minimum de diversité, pour aussi accueillir des personnes qui avaient des enfants pour faire vivre nos écoles. Et ça a plutôt bien marché parce que l'opposition extrême dont je parlais tout à l'heure a quasiment disparu aux dernières élections municipales de 2014. Voilà, donc on a poursuivi notre projet. On a été amené au moment où la question de l'accueil des migrants a été très fortement médiatisée, donc on a répondu présent en organisant nous-mêmes au niveau municipal l'accueil de personnes venant du centre de Bonnel, connu certains d'entre vous dans les Yvelines. Et on a travaillé pour cela avec l'association Habitat Humaniste, qu'on connaissait aussi parce qu'on a développé un partenariat avec cette association et ses différentes filiales, on va dire, notamment pour un projet qui s'appelle la Maison qui déménage, dont un des prototypes a été installé à Jouy, et puis la réalisation d'une maison intergénérationnelle avec Habitat Humanisme, dans laquelle on a regroupé du logement social traditionnel, une pension de famille, l'accueil de personnes âgées, de personnes en difficulté dans une logique de coopération. Et tout ça a très très bien marché avec une implication très forte de beaucoup d'habitants de la commune en tant que bénévoles. Alors on a nous développé aussi donc pris en compte au niveau communal à travers quelques projets très très limités, ça concerne un très petit nombre de personnes. On a mené ça, je dirais, en partenariat étroit aussi avec d'autres acteurs présents localement, donc le Secours catholique qui a lancé des projets, la paroisse de Jouy, mais aussi l'interparoissial, parce que maintenant c'est organisé. C'est un groupement qui fonctionne avec Vélizy, qui est une commune voisine beaucoup plus importante en taille, Buc, Les Loges, qui sont des différentes communes, et donc il y a maintenant un groupement paroissial qui fonctionne avec une équipe, des équipes associatives, une équipe d'organisation de la paroisse qui est une équipe de prêtres qui est commune. Donc il y a eu aussi une réponse positive qui a été donnée. Bon, à l'époque, l'évêque de Versailles avait
avait donné des orientations en disant, d'une part, suggérant d'accueillir des familles chrétiennes. Ça a été quelque chose qui avait été parfois critiqué, mais en tout cas, il avait donné cette orientation-là, des familles chrétiennes de réfugiés, et puis aussi d'accueillir des personnes de toute nature, de toute nationalité ou de religion, en se rapprochant de l'association Welcome, qui est bien connue ici. Donc les paroissiens, les membres du Secours catholique ont répondu présent, et d'ailleurs il y a eu 2 projets parallèles qui sont développés assez complémentaires, l'un plutôt dans l'optique de l'intégration pérenne d'une famille de religion chrétienne, qui maintenant est parfaitement intégrée, ça se passe sur la commune voisine, et puis d'autres projets d'accompagnement, par exemple des personnes, des réfugiés récents arrivant étant en phase d'intégration, accueillis par toute une série de familles bénévoles, et en passant 6 mois chez l'une, 6 mois chez l'autre, etc. Et ces projets se poursuivent eux-mêmes. Donc on va dire un terreau plutôt favorable. On était plutôt bien considéré, en tout cas par la préfecture des Yvelines, comme étant une commune ouverte aux sollicitations de l'État pour effectivement développer la diversité sociale dans la commune, pour développer effectivement l'accueil. Voilà, donc j'en viens à l'histoire. C'est une histoire récente puisqu'elle s'est passée entre fin 2017 et début mi-2018. On a sur la commune un lieu qu'on appelle le centre de formation Thalès, parce qu'en fait c'est un ensemble de bâtiments avec un pôle de formation et puis des petites chambres qui étaient occupées depuis assez longtemps, une quinzaine d'années, par Thalès, qui était son centre de formation national. Donc ça marchait très très bien. C'est un site assez intéressant parce c'est un très joli site qui est dans le fond de la vallée de la Bièvre, entouré de verdure et en même temps tout près du centre-ville. À mi-2017, on a été sollicité par deux événements en parallèle. C'est-à-dire, d'une part, le Thalès, qui était locataire du site, a fait savoir qu'il abandonnait ce centre, qu'il allait s'installer ailleurs, donc il fallait trouver de nouveaux occupants pour ce centre de formation. Et puis, parallèlement, le propriétaire du centre, qui est un fonds d'investissement, a procédé à une vente. À l'occasion de cette vente, nous, on s'est un peu inquiétés en se disant que vont devenir ces locaux. Nous, on souhaite que, en tout cas, c'était inscrit comme ça dans notre plan local d'urbanisme, on souhaitait garder la vocation de formation et d'hébergement qui va avec de ce secteur. On ne voulait pas en faire devienne une opération immobilière. Bon, il y a d'autres secteurs sur la commune où il y a des opérations immobilières, on n'a rien contre, mais en tout cas pas ce secteur-là. Donc on voulait contrôler un peu ce qui se passe, et dans cette optique-là, on a préempté lorsqu'il y a eu la vente, et puis le propriétaire en place a dit « mais attendez, c'est une vente à l'intérieur du même groupe financier, c'est juste pour optimiser notre système, etc. » Donc il s'est opposé à la préemption, et donc il y a eu à la fois un contentieux qui s'est développé avec ce fonds d'investissement, mais en même temps une discussion, parce que nous, aux communes, on n'avait pas vocation à gérer de façon pérenne, à être propriétaire et à gérer de façon pérenne ce secteur. Nous, ce qu'on voulait surtout, c'était maîtriser son développement et surtout maîtriser tout le foncier qu'il y a autour qui peut permettre de mieux intégrer le secteur dans la commune, de développer des espaces verts, etc. Donc on n'est pas loin, d'ailleurs, aujourd'hui, dans les discussions qu'on a avec cette entité, d'arriver à un accord. Le propriétaire gardant les locaux et gérant effectivement en tant que propriétaire en immobilier ces locaux, et puis nous maîtrisant tout le reste qu'il y a autour. Mais là c'est un élément de contexte, mais là n'est pas le cœur de la question. La question, c'est qu'effectivement depuis mi-2017, donc tout le monde s'inquiète effectivement de savoir qui va être, non pas le propriétaire, mais le locataire des lieux, et quel va être le nouveau centre de formation, la nouvelle entité qui va bénéficier de ces locaux intéressants. Arrive la fin de l'année, on commence à entendre des rumeurs qu'il y aurait peut-être un centre de réfugiés ou d'immigrés, on ne sait pas très bien. On a entendu des rumeurs par le propriétaire avec lequel on discute, mais comme on est un peu au conflit avec lui, on se méfie. Et puis tout à coup, par un concours de circonstances, tout à fait, c'est passé juste en tout début 2018, on apprend que Emmaüs serait sur un projet de centre de réfugiés. Et aucune information de la part de l'État, aucune information de la part de nos interlocuteurs habituels, de la préfecture, le préfet et le secrétaire général des Yvelines, avec lequel on a pourtant des relations
si ce n'est quotidienne, du moins très très fréquente et en forte confiance. Le maire les interroge, ils disent qu'ils sont au courant de rien, et pourtant, quelques temps après, Emmaüs nous finit par cracher le morceau en disant oui, ça fait depuis 6 mois qu'on est en lien avec la préfecture. Alors, ce n'est pas la préfecture de département, mais c'est la préfecture de région. Il faut croire que la préfecture de région et la préfecture de département ne se connaissent pas, n'a jamais aucun échange. Mais effectivement, depuis plusieurs mois, la préfecture de région cherchait un lieu en Île-de-France pour accueillir un centre de formation de migrants, enfin non pas de migrants, mais de réfugiés qui ont déjà le statut de réfugiés, donc ce n'est pas des gens qui arrivent, et chercher un lieu pour effectivement accueillir un centre assez important, puisqu'il s'agit d'organiser des stages de formation pour 300 personnes en même temps, qui ont vocation à rester 6 mois, et puis ensuite vont partir, qui n'ont pas vocation du tout à s'intégrer localement, qui vont partir ensuite en fonction d'orientation professionnelle, de perspectives d'intégration dans d'autres lieux. On se retourne vers la préfecture de département, qui finit par avouer qu'effectivement, il y a ce projet, et enfin, vers le mois de mars, on a enfin les précisions sur ce projet. Et on dit, attendez, il faudra peut-être quand même annoncer quelque chose, organiser une concertation, et on organise un peu en catastrophe, il faut dire, une réunion de public dans laquelle le préfet de département et le Emmaüs viennent présenter le projet, en présence évidemment du maire et de toute son équipe. Bon, on évoque d'ailleurs à cette réunion le fait que nous, on estime que c'est un projet intéressant, qui s'inscrit tout à fait dans les valeurs qu'on a toujours défendues, nous, équipe municipale, depuis 10, bientôt 12 ans. Au cours de la réunion, la réunion est assez houleuse. Beaucoup de gens qui ne sont pas forcément hostiles, mais qui posent des questions en disant « Attendez, 300 hommes qui vont arriver, qu'est-ce qu'ils feront le soir, comment ils sont occupés, comment ça va se passer, etc. Qui posent des tas de questions, qui sont inquiets. Bon, certains sortent de la réunion en étant relativement rassurés, mais à la réunion, il y a aussi quelques personnes un peu excitées qui s'expriment en disant, en insistant sur tous les risques, tous les problèmes de sécurité qu'il peut y avoir, le fait qu'en plus ce projet, arrive brutalement 300 personnes et il arrive à très court terme puisque le centre va ouvrir en juin, donc 2 mois, un mois et demi après la date de la réunion publique. À cette réunion, on avait aussi insisté pour que toutes les personnes qui avaient des engagements dans ce domaine puissent venir aussi témoigner. Donc on entend aussi le témoignage d'un certain nombre de gens, notamment d'étudiants d'HEC qui ont toute une action d'accompagnement auprès de personnes réfugiées. Bon, la réunion se passe, le maire conclut la réunion en disant « Bon, j'entends bien les préoccupations, nous pensons que c'est un bon projet, j'entends bien les préoccupations, il nous semble qu'il faudrait mettre en place un comité de suivi qui associerait toutes les volontaires pour veiller à ce que ça se passe bien et peut-être avoir une démarche un peu progressive de mise en œuvre de ce projet plutôt qu'il y ait immédiatement 300 personnes. J'ai entendu vos préoccupations, on va essayer de discuter. » Le préfet, le secrétaire général qui est présent dit « Oui, on va discuter. » Emmaüs qui est là, « Oui, on va discuter. » Dans les 3 semaines qui suivent, tout va se dénouer. Tout va se dénouer de la manière suivante. Donc, premièrement, il y a un déchaînement extrêmement violent sur les réseaux sociaux avec plein de désinformations sur ce projet. Les réseaux sociaux, les affirmations que c'est un projet qui concerne des immigrés, non pas des réfugiés, qui concerne des personnes qui arrivent, qui ont vocation à plein de fausses informations, bien évidemment, qui inquiètent beaucoup de nouvelles personnes qui n'ont pas pu venir à la réunion publique. En parallèle, nous, on poursuit, le maire et son équipe, donc on poursuit une phase d'information, d'échange avec, on va dire, toutes les forces vives de la commune. On discute avec les associations, on discute avec les relais d'opinion, quels qu'ils soient, y compris les personnes inquiètes. On discute aussi avec les représentants des communautés chrétiennes de la paroisse. Donc le maire rencontre le curé qui lui dit « Oh là là, moi, je ne veux pas... je sais que c'est un sujet qui divise... je ne veux pas que ça divise, en tout cas, donc je ne vais pas prendre position. » Alors, à sa décharge, je veux dire que c'est une nouvelle équipe de prêtres qui est arrivée depuis peu, envoyée par la paroisse a été confiée à la communauté de l'Emmanuel, donc ce sont 3 prêtres qui sont arrivés et qui sont relativement nouveaux dans le secteur il y a un an. Ensuite, le maire discute avec le préfet et je vais avoir terminé l'histoire, le préfet et l'Emmaüs et explique qu'effectivement dans le contexte, c'est vraiment, il faut vraiment
toujours pour, il assure que la municipalité défend et défendra ce projet, c'est très engagé de toute façon depuis le début là-dessus, mais que pour que ça passe, il faut qu'il y ait ce comité de suivi rapidement mis en place, et il faut y aller peut-être encore plus progressivement qu'on avait imaginé à La Réunion, commencer par peut-être le quart de la... commencer par ouvrir pour le quart de la population prévu, et puis monter ensuite à 300 si tout se passe bien, et normalement tout devrait se passer bien. On l'écoute gentiment. Là, il y a 3-4 réunions de discussion avec les 4 entités concernées, préfecture de région, préfecture de département, Emmaüs et communes. Et tout à coup, à l'issue d'une des dernières réunions où le maire réaffirme ses positions, dit bon, on prend acte de ça. Très bien. On attend quelques jours et tout à coup, au bout de quelques jours, le maire reçoit un coup de téléphone de quelqu'un à la préfecture de région et finalement, l'État retire le projet. Terminé. Voilà. Alors, 2 mois après, on reçoit une lettre de la préfecture du préfet de région qui dit qu'il est vraiment dommage que ce projet est capoté du fait de la commune. Très gentil. Bon, le maire, évidemment, a pris immédiatement rendez-vous avec le préfet de région, a remis les choses au point. Je crois que le préfet de région a admis quand même que c'était pas tout à fait... que la lecture qu'on pouvait faire de cette affaire correspondait pas tout à fait à la lettre qu'il avait envoyée, ou plutôt l'inverse. Dans l'opinion, il y en a un certain nombre qui disent « ouf, très bien hein ». Et puis il y en a qui disent « c'est vraiment dommage ». Nous, on est très embêtés parce qu'on voit très bien naître un courant, se reconstituer un courant dans l'opinion fait des gens qui ont lutté contre ce projet, qui disent « victoire, victoire ». Et qui sont en train aujourd'hui de constituer une liste de droite extrême pour les prochaines élections municipales et qui va très sérieusement, à mon avis, menacer ceux qui vont poursuivre, en tout cas ceux qui entendent poursuivre la politique que l'on a menée depuis 12 ans. On est obligé de freiner un certain nombre de projets parce que le centre de formation en question est toujours vacant, donc on cherche une utilisation et il y avait d'autres projets, notamment portés par Habitat Humanisme. On est obligé de dire à Habitat Humanisme, attendez, il ne faut pas relancer un projet, en tout cas pas de cette ampleur-là, mais on ne perd pas espoir et on a plusieurs projets sur la commune, de plus petite taille, notamment d'accueillir parmi les stagiaires d'une école qui s'appelle l'école Jeanne Blum, qui me souvenir aussi de la présence de Léon Blum à Jouy-en-Josas à la fin de sa vie, qui est faite pour qui forme des aides-soignantes et des personnes de santé. Donc il y a des projets qui se poursuivent, donc on ne perd pas, mais on doit effectivement modérer. Alors, quelle question? Alors je ne vais pas tirer les leçons, mais peut-être vous les laisser tirer chacun à sa manière. En tout cas, moi je me pose un certain nombre de questions à partir de cet épisode fâcheux et qui a quand même aussi des conséquences fâcheuses, même si vous avez compris que toutes les personnes impliquées à Jouy ne perdent pas la foi, pas seulement les municipalités, mais aussi toutes les associations qui travaillent dans le même centre. Première question, c'est sur la manière dont l'État aborde ce genre de choses. Parce que est-ce que c'était une expérimentation? Est-ce que c'était un projet tout cuit? Nous, on nous a dit c'est un projet ficelé. La raison officielle qu'on nous a donnée, quand on a interrogé l'État en disant mais pourquoi vous avez arrêté ce projet, ils nous ont dit c'était un financement qui était calibré pour 300 personnes, on ne pouvait pas y toucher, c'était le ministère de l'Intérieur, etc. Or, on nous a dit en même temps c'était une expérience. Alors, comment est-ce qu'on peut imaginer de faire une expérience s'il n'y a pas une souplesse dans le montage financier du projet? Pour la deuxième question, c'est sur la relation entre l'État et la commune. On comprend bien que l'État, parfois, ne veuille pas trop vite annoncer certains projets quand on voit la réaction que certains maires ou certaines communes peuvent avoir, qui tout de suite lancent le projet en pâture dans la presse de manière à le faire capoter. Cela étant, là, on était entre des personnes qui se connaissaient bien, la préfecture de département et nous, on savait qu'on était sur les mêmes approches, etc. Pourquoi est-ce qu'on ne nous a pas alerté plus vite? Jamais le préfet de département n'a décroché son téléphone pour appeler le maire en disant voilà, il y a un projet, je veux venir vous le présenter, je veux venir en discuter avec vous pour qu'ensemble, on voit comment on peut préparer l'opinion et comment on peut anticiper. Troisième question, elle concerne nous, municipalité. Comment on a mené cette concertation? On a été très contraints dans le temps. Du coup, on n'a fait qu'une seule réunion. Ensuite, on aurait dû faire, comment est-ce qu'on aurait pu, peut-être que si on avait eu le temps, on aurait pu le faire plus facilement, mais organiser. On avait anticipé, on croyait avoir anticipé avec tout le travail qui a été fait avec l'opinion et les associations depuis des années. Ça n'a pas suffi. On a très bien vu qu'un facteur, un événement, un projet mal géré, pouvait ensuite refaire naître finalement dans l'opinion et beaucoup d'appréhension, beaucoup de peur, y compris chez des gens
qui, au départ, n'étaient pas forcément opposés. Et puis la dernière question, ça à se poser, c'est aussi une question qui intéresse la société civile, les milieux associatifs, les paroisses, sur la manière dont ces questions doivent être abordées. Je discutais pour préparer mon intervention avec une personne qui est engagée au Secours catholique, qui me disait, ben oui, nous on s'interroge pour savoir comment on pourrait impliquer beaucoup plus de personnes, parce qu'on sait que dès lors que les personnes sont impliquées, elles changent complètement leur point de vue sur la question. Question sur la paroisse, comment ce sujet aurait-il pu être abordé plutôt que d'avoir l'attitude langue de bois qui manifestement a prévalu pour que on puisse, la paroisse puisse, ou la communauté paroissiale puisse s'emparer directement du sujet. Je vous remercie. Merci beaucoup. Bien, je m'appelle Patrice Spinozzi, je suis avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, ce qui veut dire que je suis un avocat qui intervient, si ce n'est exclusivement, essentiellement devant les cours suprêmes, aussi bien administratives que judiciaires, ou devant le Conseil constitutionnel, la Cour européenne des droits de l'homme, la Cour de justice de l'Union européenne. Ce qui veut dire qu'en fait, nous sommes des avocats spécialisés dans la défense par le droit. Un grand nombre de nos dossiers sont des dossiers où on essaye de faire un peu bouger les lignes, de faire plier l'État sous toutes ses formes, en particulier en essayant de défendre les libertés fondamentales, les principes essentiels de notre droit qui dépassent la loi et qui sont inscrits soit dans notre Constitution, soit dans la Convention européenne des droits de l'homme. Alors c'est dans ce cadre qu'on a été confronté à un certain nombre de dossiers dans le cadre de l'accueil, sachant que au cabinet on a une défense assez militante sur un certain nombre de sujets qui touchent justement à ces libertés et qui passent par la défense d'associations, aussi bien l'Observatoire international des prisons, pour lequel je plaidais il y a 1 heure au Conseil constitutionnel, ou bien la CIMAD, le GISTI, la Ligue des droits de l'homme, pour lequel on a beaucoup fait dans le cadre de l'état d'urgence. Et dans cette logique, on essaye, soit via des dossiers individuels de requérants particuliers, soit via la défense donc, de ces associations, d'aménager le droit pour qu'il soit le plus conforme possible à l'idéal que nous avons en commun. Alors c'est ce qui s'est passé évidemment ici sur la question des délits dits de solidarité qui ont vocation à vous concerner au premier chef si un certain nombre d'entre vous sont des bénévoles qui sont susceptibles d'aider les migrants. Vous le savez, l'État ne voit pas du tout d'un bon œil l'assistance portée à des migrants, de façon générale. Et il fait tout juridiquement pour essayer de décourager ceux qui, dans un élan de générosité, se disent que, qu'importe la manière dont les gens sont arrivés sur notre territoire national, l'essentiel c'est que ces gens ont besoin d'aide et qu'ils sont prêts à le leur apporter. Alors ce mécanisme, il passe par l'application d'un certain nombre de textes de loi, et en particulier par l'application d'une disposition législative qui prévoit que l'assistance qui est portée à une personne qui est en situation irrégulière est considérée comme un délit. Alors ce texte, il a été créé initialement pour la poursuite des passeurs et des filières. Et si tout le monde est évidemment parfaitement d'accord pour poursuivre le plus sévèrement possible les passeurs et les filières et les exploitants de misère, le problème, c'est que c'est ce même texte qui va être utilisé par l'administration pour poursuivre des personnes qui aident effectivement des migrants, mais d'une façon parfaitement désintéressée et sans aucune contrepartie financière. Alors, il y a trois délits de solidarité dans notre droit. Il y a l'assistance à l'hébergement, c'est le fait d'héberger quelqu'un qui est en situation irrégulière. Il y a le délit d'assistance à la circulation, c'est le fait de pouvoir proposer à quelqu'un de se déplacer sur le sol français alors que vous savez qu'il est en situation irrégulière. Et le troisième délit, c'est l'assistance à l'entrée, c'est-à-dire le fait d'aider quelqu'un
à entrer, à passer la frontière, alors que vous savez qu'il est en situation irrégulière. Alors, assez tôt quand même, le législateur a pris un peu la mesure de ce qu'on ne pouvait pas appliquer ces délits de solidarité de façon absolument identique aux passeurs et aux bénévoles. Alors il y a eu un certain nombre d'évolutions de la loi et on a commencé à poser certaines exceptions à l'application de ces délits. Exceptions qui ont d'abord été familiales. On a considéré qu'à partir du moment où vous aviez un lien direct de famille avec la personne que vous aidiez, eh bien, vous aviez la possibilité de bénéficier d'une immunité sur ce délit. Et puis avec en particulier d'ailleurs la sensibilisation du film Welcome, il y a eu une mobilisation d'un certain nombre de personnes qui a abouti à une évolution en 2012 de la loi. Et on a considéré que l'assistance qui pouvait être portée dans certaines hypothèses, gratuitement, sans contrepartie financière, pouvait permettre d'être exonéré de ce délit. Et le diable étant dans les détails, évidemment, après avoir posé le principe que lorsqu'il n'y avait pas de contrepartie, on ne pouvait pas poursuivre la personne, la loi immédiatement précise ses contreparties. Alors la contrepartie, ça va être la possibilité de donner des soins, la possibilité de donner des conseils juridiques, la possibilité d'aider la personne si elle est dans une situation qui est d'une particulière gravité, que vous pensez qu'effectivement il y a un danger pour sa sécurité et pour sa vie. Et donc face à ce texte qui était un texte volontairement compliqué, on a eu un certain nombre de poursuites qui se sont maintenues contre des personnes qui continuaient à aider des migrants de façon parfaitement désintéressée, mais qui le faisaient de façon militante, qui le revendiquaient, qui étaient susceptibles de pouvoir être fiers de leur action et de s'exprimer dans les médias pour en parler. Et dans ce genre de cas, eh bien, systématiquement, il y avait des actions qui étaient engagées contre ces personnes, comme ça a été le cas des actions qui ont été engagées contre Cédric Héroux ou Pierre-Alain Manoni, qui sont les deux personnes que j'ai défendues dans cette affaire. Alors Cédric Héroux, je pense que chacun le connaît, il est effectivement c'est un bénévole militant. Non seulement il aide, mais il dit qu'il aide, et il fait savoir qu'il aide, et il revendique le fait qu'il aide. Donc ça énerve évidemment beaucoup l'administration. Et il a donc été poursuivi assez régulièrement sur le fondement de ces délits d'assistance à des migrants. Pour Cédric Héroux, en fait, on lui avait fait la totale, c'est-à-dire assistance et à l'entrée, il avait aidé des migrants à entrer, et à l'hébergement, il avait aidé à les héberger, et à circuler, puisqu'il avait aidé à se déplacer. Moi, donc il est condamné en première instance, donc au premier stade, puis en appel par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, et moi j'interviens donc devant la Cour de cassation, le dernier stade, et à ce moment-là, nous décidons de poser une question prioritaire de constitutionnalité, qui est un mécanisme, un outil contentieux que vous connaissez peut-être, qui a été initié par une réforme de 2008, qui permet à n'importe quelle personne qui est en litige, n'importe quel individu, d'interroger la constitutionnalité de la loi, la conformité de la loi avec les libertés fondamentales, les droits fondamentaux qui sont garantis par notre Constitution. Et on se dit qu'on a matière donc à interroger la conformité de la loi au regard de la Constitution, et en particulier on se dit que certes la Constitution garantit un certain nombre de libertés, mais il n'y avait jamais encore eu de décision du Conseil constitutionnel qui avait posé un principe de fraternité. Et on se dit, eh bien, dans la devise de l'État français, telle qu'elle est d'ailleurs relatée dans la Constitution elle-même, il y a la liberté, il y a l'égalité, qui sont deux droits constitutionnels dont le Conseil constitutionnel fait régulièrement usage, mais il manque la troisième partie, c'est-à-dire la fraternité. Donc on pose la question de savoir si ce texte est bien ou non conforme au principe de fraternité. La Cour de cassation est séduite par notre argumentation, elle transmet donc au Conseil constitutionnel, le juge suprême constitutionnel, et le Conseil constitutionnel fait droit à notre défense. Et donc en pratique, il dit deux choses. Il dit oui, je reconnais pour la première fois
l'existence d'un principe constitutionnel de fraternité. Il le décline, c'est la liberté d'aider autrui dans un but humanitaire, sans considération de la régularité de son séjour sur le territoire national. Donc aujourd'hui, dans notre droit, nous avons un principe de fraternité qui est au-dessus de la loi et que nous pouvons invoquer contre la loi. Première chose. Et puis alors, l'invocation des principes, c'est très bien, mais la question, c'est toujours de savoir qu'est-ce qu'on en fait et quelle est sa traduction concrète. Alors la traduction concrète, c'est l'obligation, en réalité, pour le législateur de tirer les conséquences de ce principe et donc de ne pas incriminer, de ne pas pénaliser des actes de solidarité qui sont à but humanitaire, et ce, indifféremment de fait que la personne qui est aidée est ou non en situation régulière sur le sol français. Alors, le Conseil constitutionnel donne raison sur 2 des 3 délits de solidarité. C'est-à-dire que ce que nous développons, il le retient pour le délit d'hébergement, il le retient pour le délit de circulation, mais il ne le retient pas, il exclut expressément le délit d'assistance à l'entrée, en considérant que là, on est dans une situation différente, parce qu'il y a la violation de règles relatives à l'entrée et donc le passage d'une frontière, et qu'on ne peut pas ici être protégé. Alors, c'est évidemment une grande victoire en soi, victoire pénible parce qu'il a fallu attendre évidemment beaucoup de temps pour pouvoir obtenir cette consécration de ce que nous cherchions à faire savoir depuis très longtemps, à savoir à partir du moment où vous aidez un migrant et que vous le faites de façon désintéressée et sans contrepartie financière, vous êtes à l'abri de la loi pénale. Voilà. Pouvoir dire ça dans un amphithéâtre aujourd'hui, c'est quelque chose d'important et ça n'était pas si simple auparavant. Donc aujourd'hui, moi je peux vous dire en tant que juriste, si vous aidez des migrants, si vous les aidez, si vous les hébergez, si vous les aidez à circuler, eh bien quoi que l'administration, quoi que la police puisse prétendre à votre égard, vous n'êtes pas susceptible de faire l'objet d'un quelconque délit puisque aujourd'hui vous bénéficiez de la protection de la décision du Conseil constitutionnel. Alors cette décision du Conseil constitutionnel, elle s'est traduite immédiatement. Le législateur, en fait, il fait toujours la sourde oreille, mais quand on lui tape sur les doigts, en général, il réagit. Donc ça s'est traduit immédiatement par l'adoption d'une nouvelle disposition, d'une modification du texte initial, à travers la loi Asile, qui donc est en vigueur depuis le 10 septembre dernier, qui a créé cette immunité humanitaire, qui a donc repris le bénéfice de la décision du Conseil constitutionnel et qui l'a transcrite dans la loi avec des conséquences pratiques. Par exemple, il y a quelques mois, il y avait eu une poursuite qui avait été engagée, peut-être que vous en avez entendu parler, contre un militant qui s'appelle Benoît Ducos, qui avait aidé, là aussi, une famille dans les Alpes avec une femme qui était sur le point d'accoucher, qu'il a accueilli, il a pris conscience de l'urgence de la situation, donc il l'a immédiatement pris dans sa voiture et il l'a déposé à l'hôpital de Briançon, là où il a été arrêté par les forces de police qui l'ont contrôlé, ont contrôlé la famille, ont découvert que c'était une famille qui n'avait pas de titre de séjour. Et il a fallu quand même se battre, et c'est les pompiers qui ont quand même dit aux forces de police, non, enfin cette femme elle est sur le point d'accoucher, donc on fera ce que vous voudrez, mais en attendant, on l'emmène à l'hôpital. Et elle a effectivement accouché dans la nuit. Donc on voit quand même la folie répressive de personnes qui, face à une urgence de cette nature, vous disent non, elle est en situation régulière, on va l'emmener dans un centre. Non, elle a pu accoucher. Bref, quoi qu'il en soit, néanmoins, évidemment, Benoît Ducos a été poursuivi, il y a eu une action qui a été diligentée contre lui, et précisément, entre-temps, la loi est passée, et donc les poursuites ont été abandonnées. Bon. S'agissant de Cédric Herrou, suite à la décision du Conseil constitutionnel, on revient devant la Cour de cassation, là où on avait posé la question, qui a annulé la condamnation et qui a renvoyé à une nouvelle juridiction le soin de fixer une peine puisqu'il reste la partie qui est la partie assistance à l'entrée. Donc, voilà moi quelle a été mon expérience. En termes pratiques, moi ce qui me semble déterminant, c'est de vous dire
Vous pouvez y aller, ne craignez rien juridiquement, parce que les forces de police en général, je ne sais pas si vous l'avez vécu, mais utilisent évidemment et utilisent ces délits comme des formes d'intimidation, en mettant des gens en garde à vue de façon inutile, ou en faisant des perquisitions de façon inutile. Ça, c'est une première chose. Et puis, la deuxième chose, et ça touche plus à mon exercice professionnel, à mon expérience plus générale de défense des libertés. On est là face à une question philosophique qui est, à mon sens, très intéressante, qui est celle du conflit de lois, de normes, entre une norme légale et une norme supérieure. C'est évidemment la question plus générale de l'opposition entre la loi des hommes et la loi des dieux, de Dieu, la loi naturelle, le conflit d'Antigone. À quoi voulons-nous répondre ? Est-ce qu'il faut répondre aux lois que nous dicte notre propre conscience, ou est-ce qu'il faut répondre aux lois qui nous sont imposées par la société, le système positiviste et normatiste ? Et en réalité, voilà, ce qu'on essaye de faire, c'est ça, c'est-à-dire que cette transposition de cette loi morale, de cette loi humaniste qui viendrait dépasser la loi des hommes, elle s'incarne en pratique au mieux possible à travers ces notions de liberté fondamentale, et ça n'est pas véritablement un hasard si ces grandes déclarations, les grandes constitutions, les grandes déclarations de droit ont été rédigées postérieurement à la Deuxième Guerre mondiale, à un moment où on a bien senti que la loi des hommes pouvait être assez faillible. Donc voilà, pour vous dire que à travers au-delà, chacun évidemment a sa forme d'engagement et sa forme de militantisme. Moi, mon militantisme, il passe par le droit et par la défense de ces grandes libertés pour essayer que les lois qui nous gouvernent soient le plus conformes à ces exigences morales, humaines, qui, à mon sens, doivent nous guider tous dans notre quotidien. Merci. Un grand merci pour ces 3 témoignages. Ce témoignage de pugnacité, créativité, audace. On a une demi-heure pour essayer de les approfondir, répondre à vos questions. Donc on va procéder comme en début de matinée. On va prendre une série de questions. Allez, on commence. Elles sont où les micros ? On va les mettre. On va prendre 3-4 questions en même temps. Allez, on va commencer ici alors. Comme ça, on va... Allons-y. Je voudrais beaucoup vous remercier, Maître, pour votre exposé, pour les 3 exposés. Moi, je trouve qu'il y a une nouvelle extraordinaire qui est à la fois choquante et en même temps très enthousiasmante. Choquante, c'est que notre Constitution, jusqu'à il y a un an, n'ait jamais reconnu la fraternité comme une valeur constitutionnelle alors qu'elle est dans la devise de la République. La très bonne nouvelle, c'est que des 3 éléments de notre devise, la fraternité est certainement celle dans laquelle les chrétiens en particulier se reconnaissent le plus. Et donc, je trouve, ou devraient se reconnaître le plus, en tout cas. L'égalité, c'est quand même pas mal non plus, non ? Non, certes, mais je trouve que ça ouvre quand même des perspectives enthousiasmante pour la suite de nos actions, notamment celles qu'on a vis-à-vis des migrants ou des plus pauvres, de savoir qu'enfin, la fraternité, ça n'est plus quelque chose, un mot qu'on évite de prononcer. Vous savez que régulièrement, on parle de solidarité plutôt que de fraternité. Moi, j'ai toujours été convaincu que si on parlait de solidarité plutôt que de fraternité, c'était pour ne pas trop faire chrétien, me semble-t-il. Votre question ? Oui. Il n'y a pas de question. Je suis entièrement d'accord avec vous. On va prendre quelques questions, 2-3 en même temps. Ici, là devant.
Oui, ma question s'adresse aussi à Maître Spinozzi. Pour bien comprendre enfin, la volonté et les pratiques et à la fois du gouvernement et de l'administration, du ministère de l'Intérieur en l'occurrence, dans la loi dans l'état précédent de la loi, vous avez évoqué donc, le délit attaché au fait d'héberger et au fait d'aider la circulation. Est-ce qu'il y avait aussi un délit qui n'aurait pas été utilisé, enfin, notamment sur ce mode de harcèlement, on va dire, par les forces de police, qui aurait pu, par exemple, conduire à une inculpation, enfin bon, des ennuis pour les pompiers qui avaient prêté secours à cette femme et pour l'équipe hospitalière, la direction de l'hôpital aussi. Vous n'avez pas évoqué ça, on a l'impression que ça se focalisait en tout cas sur des individus militants. Non, vous avez parfaitement raison. La loi avait vocation à s'appliquer pour tout le monde, en réalité. C'est toujours le même problème. C'est-à-dire que face à des délits, vous avez de la part des parquets l'opportunité de la poursuite. Donc c'est le parquet qui décide quand poursuivre ou ne pas poursuivre. Et je pense qu'effectivement, il n'y a jamais eu de poursuite contre aussi bien des pompiers ou du personnel hospitalier qui aurait pu aider une personne. Mais pour autant, alors ils étaient susceptibles d'entrer sous le coup de la loi pénale antérieurement à la modification de 2012, puisque, comme je vous l'ai dit, par exemple, les soins médicaux étaient expressément prévus par le texte avant qu'en 2018, on vienne d'une façon plus globale dire, voilà, qu'importe les catégories, qu'importe la nature de l'assistance que vous avez apportée, de toutes les façons, le principe de la fraternité impose qu'à partir du moment où cette assistance a été réalisée de façon humanitaire, eh bien, vous ne puissiez pas être condamné. Voilà. Donc, on est sorti du système un peu des cases qui avait été prévu par le législateur en 2012, où il y avait effectivement les soins médicaux, comme les soins d'ailleurs, comme l'assistance juridique, par exemple. Deux questions au centre, une au fond. S'adresser à M. Narek. Vous avez fait état effectivement des difficultés de fonctionnement des rouages de notre État, si on peut dire. Je voudrais savoir votre ressenti entre la question qu'il y a entre des problèmes, on va dire, administratifs et techniques et l'aspect du politique. Qui est dominant dans cette affaire-là? Quel est, par exemple, comment se comporte le préfet? Est-ce qu'il est simplement un exécutant des choses politiques? Parce que pour nous qui sommes à la base, c'est très important lorsqu'on rentre en situation de discuter avec des personnes, savoir s'il vaut mieux s'adresser aux politiques. Effectivement, on l'a dit ce matin, je crois à un moment donné, qu'on écrivait aux politiques, etc. Ou est-ce qu'il faut essayer de mobiliser l'administration, quoi? Une autre question juste devant. Oui, alors est-ce qu'on peut faire appel pour défendre ceux qui apportent de l'aide? Est-ce qu'on peut faire appel aux conventions qui ont été signées en droit, qui ont été signées? Est-ce qu'elles font droit? Les conventions internationales, les conventions internationales des droits de l'homme ou des droits de l'enfant. Voilà. Et juste à votre gauche, madame. Moi, je voudrais savoir concrètement, dans le milieu de la justice, moi j'ai une amie qui est juge, donc visiblement ils sont réquisitionnés quand il y a des problèmes. Est-ce que vous pensez que l'état actuel des textes et des moyens permet de faire un travail correct, ou est-ce qu'il y a une évolution qui est possible, soit à partir des textes, soit à partir des moyens? Parce que ce qu'elle me dit, c'est que c'est épouvantable. Ils n'ont pas les textes de référence, ils ont les dossiers au dernier moment. C'est une pagaille monstre et en fait, c'est le bazar. On va répondre et ensuite on ira là-bas. Oui, alors il y avait une double question là sur l'État. Alors je précise quand même d'abord que il y a des leçons à tirer pour tout le monde et que mon propos n'était pas de dire tout ça c'est de la faute de l'État qui a très mal géré le truc. Hein. Mais après, pour répondre, il y avait deux questions dans votre interpellation. C'est sur le politique ou le technique, qu'est-ce qui domine? Alors c'est vrai que c'est très frappant dans l'histoire que je vous ai racontée, c'est-à-dire que l'État, quand on a réussi à les interpeller, nous,
Ils nous ont fait une réponse technique en disant que c'était une histoire de montage financier, qu'on ne pouvait pas faire autrement, etc. Après, on ne peut pas s'empêcher de se dire qu'il y a peut-être eu quand même d'autres influences, parce que la décision qui a été prise, à notre avis, elle est remontée certainement à un niveau politique, hein, et elle n'est certainement pas restée, peut-être même pas au niveau de la préfecture de région, et que peut-être il y a eu d'autres forces, il y a eu d'autres influences, d'autres circuits qui ont fonctionné, qui ont monté, qui ont peut-être alerté, dire attention, il y a un risque, il y a quelque chose qui prenne de l'ampleur localement. Donc voilà, on n'en sait rien, ce sont que des supputations, mais certainement il y a eu dans la décision qui a été prise un aspect politique, soit lié à des interventions directes qui nous ont échappé, soit que tout simplement le technique est imprégné du politique, hein, parce que le technique, il met en œuvre les décisions, les impulsions. Donc si on invoque des arguments techniques à un moment donné, c'est en général parce qu'il y a bien une orientation politique qui domine, où il y a bien des influences politiques qui s'exercent. Et donc le deuxième aspect de la question, c'était un peu quel conseil je pouvais vous donner quand on est face à l'État. Bon, j'allais dire, je pense qu'il est important quand même qu'un dossier soit bien préparé techniquement. C'est-à-dire qu'il y a toujours intérêt, avant d'interpeller le politique, c'est de bien avoir étudié, d'avoir pris des contacts avec tous les services, c'est vrai que le droit est compliqué, les règles aussi, donc c'est important de bien préparer des décisions en regardant tous les éléments techniques et en prenant tous les contacts qu'il faut, mais ensuite il faut forcément interpeller le politique, et c'est à ce niveau-là quand même que se prennent les décisions. Alors, sur votre question sur les conventions, il y a une réponse abstraite et puis il y a une réponse pratique, comme hélas souvent. La réponse théorique et abstraite, c'est que oui, évidemment, les conventions, et en particulier la Convention européenne des droits de l'homme, est d'application immédiate, directe sur le sol français. Donc la Convention, toutes les garanties qui sont apportées par la Convention ont vocation à être immédiatement appliquées par n'importe quel juge. Le premier juge que vous pouvez voir a vocation normalement à faire application de cela, et potentiellement d'ailleurs à neutraliser la loi si la loi est contraire à la Convention. Alors, ça donne un lien d'ailleurs avec la deuxième question à laquelle je reviendrai tout à l'heure. Sur ce point, j'aimerais vous donner un exemple que je trouve assez parlant en fait, et des difficultés auxquelles on est confronté. L'exemple, c'est celui du camp de Calais que vous connaissez tous, et qui donc s'est développé dans des conditions qui étaient des conditions épouvantables. Et on avait été mandaté par un certain nombre d'associations, et en particulier Médecins du Monde et le Secours catholique, pour essayer d'obtenir de l'administration, au sens large ici de la ville de Calais, qui est une organisation de ce camp. Et en pratique, qu'il puisse y avoir des accès qui soient réalisés aux différents points de ce camp pour que des véhicules d'urgence puissent y circuler, qu'il puisse y avoir un nombre de points d'eau suffisant, ce qui n'était absolument pas le cas, qu'il puisse y avoir un nombre de toilettes suffisant, ce qui n'était absolument pas le cas. Et donc que l'État prenne la mesure des risques sécuritaires et sanitaires qui existaient sur ce camp. Ce à quoi il nous était répondu, écoutez, vous êtes gentils, nous on n'a rien demandé, c'est pas l'État qui est responsable de ce camp, tout au contraire. L'État subit une situation, donc il n'a pas à intervenir. Et là précisément, vous savez, vous, dans votre tête, que la Convention européenne des droits de l'homme, elle ne dit pas ça en fait. Il y a un certain nombre de jurisprudences qui ont été rendues par la Cour européenne des droits de l'homme qui ont posé le principe de ce qu'un État a ce qu'on appelle des obligations positives pour garantir l'article 2, l'article 3 de la Convention, le droit à la vie, l'interdiction de traitement inhumain et dégradant, et que l'État ne peut pas se dégager de sa responsabilité comme ça. Il est obligé d'agir pour garantir la sécurité des personnes, indifféremment du fait qu'il ait lui-même demandé à ces personnes de venir. Eh bien ça, on a raison, mais c'est pas parce que vous le dites vous qu'on vous croit. Donc, il faut saisir un premier juge, aller au tribunal administratif, obtenir une première décision qui va être contestée, puis monter jusqu'au Conseil d'État, qui va rendre une deuxième décision. Tout ça au prix de débats, de difficultés, d'interprétations. Donc, oui, la Convention européenne des droits de l'homme est d'application immédiate, mais il y a une telle différence entre la réalité pratique et la possibilité juridique d'obtenir satisfaction,
qu'évidemment c'est très compliqué, parce que la plupart des gens vivent dans cette aporie-là, entre d'un côté le droit qu'ils sont susceptibles d'avoir et la réalité de ceux dont ils disposent. Et la réalité de ceux dont ils disposent, madame, passe évidemment par les juges. Voilà. La possibilité d'obtenir satisfaction, elle passe par les juges, avec un système judiciaire dont chacun sait qu'il est dans une situation catastrophique, évidemment. Le service public de la justice est très difficile, et il est encore plus difficile lorsque, dans les cas dont je suis en train de parler, on est face à des interrogations entre des conflits d'application entre le droit français, le droit européen, qui ont vocation à être tranchés au final par des juges qui ont plus de temps et plus l'habitude de ce type de difficultés. Mais, moi, ce dont je peux témoigner, c'est qu'en matière de liberté fondamentale, les juges font de gros efforts. Et c'est vrai qu'ils sont débordés, c'est vrai que c'est compliqué pour eux, mais ce sont des gens qui sont quand même sensibles à l'idée de justice et qui, autant que faire se peut, essayent de garantir au minimum la bonne application de la loi. Voilà. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils sont prêts à renverser la loi, ça c'est plutôt ce qu'on a vocation à faire après, mais au moins, quand on a la bonne loi, eh bien, elle est appliquée, et on le voit justement avec les exemples que je vous ai donnés, l'abandon des poursuites. Il n'y a pas de résistance, il n'y a pas d'hostilité des juges au respect des libertés fondamentales lorsque la loi est conforme à ces libertés fondamentales. Isabelle, vous voulez dire quelque chose peut-être sur le jeu des acteurs localement, le rapport aux médias de proximité, les élus? Est-ce qu'il y a eu des recours juridiques? Dans le cas de votre exemple. On n'entend pas. Ça marche plus. Oui, c'est passé en dehors du droit, c'est passé en dehors des pouvoirs publics, toute cette histoire. Nous, c'était, à part l'ordonnance, le tribunal a été sollicité juste pour prononcer l'évacuation. Mais on était en deçà des institutions, puisque voilà, c'était du bricolage en dehors de toute institution, finalement, cette histoire-là. Mais donc, c'est intéressant aussi de voir ce qui se passe, parce que c'est quand même c'est assez répandu, toutes ces manifestations de solidarité de proximité, spontanées, citoyennes, où des gens, effectivement, agissent pour des raisons morales, simplement, sans même forcément, effectivement, se poser la question s'ils sont dans la loi ou hors la loi. Et voilà, on est plus dans ce type d'expérience-là, dans ce qui s'est passé dans le quartier. On va prendre une série de questions. Donc ici, oui. Au fond, là. Oui, je voulais justement faire le parallèle entre les deux situations, là où effectivement on se retrouve avec un collectif qui fait, qui prend une initiative, et puis revenir sur Jouy en Josas, parce que je trouve que tout ça est assez caricatural. Parce que dans un premier cas, on dit mais que fait l'État? Alors après, l'État fait quelque chose. Le problème, c'est que l'État, éventuellement avec une association, là ça semble être avec Emmaüs, finit par monter un projet en douce. Et en fait, la question est de savoir comment finalement l'État peut se permettre de monter un projet. Peut-être que là, effectivement, 300 réfugiés, c'est trop, mais près de chez nous, 50 réfugiés, c'est trop aussi. Comment est-ce que finalement l'État et les associations peuvent préparer une population à accepter un projet? Avec quelle aide de la part des communautés religieuses? Voilà, c'est... Merci. Il y avait une autre question là-bas. Alors en fait, j'ai deux questions. Une à partir de Jouy en Josas. Vous avez parlé des réseaux sociaux à un moment donné et du déchaînement qui a eu lieu à partir des réseaux sociaux. Le pouvoir des réseaux sociaux est immense aujourd'hui. Ma question, c'est nous qui sommes convaincus de cet accueil nécessaire des immigrés. Que faisons-nous de ces réseaux sociaux et comment les utilisons-nous ensemble? Parce que pour l'instant, je les regarde de temps en temps, mais je suis effrayée de la manière dont ils réveille, attise et exacerbe les pulsions les plus négatives qui peuvent
exister dans l'être humain. Ma deuxième question concerne le droit de circulation, de faire circuler les migrants. Je suis moi-même une grande utilisatrice de Blablacar, donc du covoiturage. Je transporte beaucoup de gens et je fréquente les Hautes-Alpes et notamment Briançon de façon régulière, où je participe à ma petite mesure à l'accueil des migrants. Et je transporte de plus en plus de migrants sans papier qui sont inscrits à Blablacar par des amis. Comme je touche une indemnité, je suis, je pense, passible d'être attaqué. Mais ce n'est pas un motif pour lequel je vais arrêter. Au contraire, j'ai envie de... Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a parlé du problème de la circulation des migrants en dehors des villes où les transports en commun sont gratuits. J'aurais envie de vous inciter tous à vous inscrire à Blablacar pour être le conducteur, mais aussi pour vous-même, de temps en temps, et le plus souvent possible, inscrire des migrants qui ne peuvent pas circuler. Voilà. Donc il y a la question directement à l'avocat, est-ce que je suis passible d'être arrêté? Je ne vais pas arrêter pour autant en fonction de votre réponse. Mais voilà, ça peut encourager d'autres à faire ce que je fais à ma petite échelle. Et puis le pouvoir des réseaux sociaux. Et une question ici à droite. Dernière série de questions, je suis désolé. Une ou deux encore. Alors moi, ça n'a rien à voir avec les questions précédentes. Je voulais m'adresser à Isabelle. Si elle pouvait nous dire un petit peu plus sur ce collège, comment il s'appelle, et comment les élèves de ce collège en 2015 et maintenant, si c'est possible, réagissent par rapport à la situation qu'elle a décrite dans son livre, et quelles sont les relations entre les professeurs et les élèves. Est-ce qu'il y en a qui font de la publicité pour l'accueil ou au contraire de la publicité pour ne pas accueillir? Merci. Alors c'est une très bonne question, madame. En tout cas, compliquée. Les deux questions que vous posez je me permettrai de vous donner mon sentiment qui n'est pas du tout, qui vaut le vôtre, sur la question des réseaux sociaux, mais qui est une question qui m'importe. Moi, je crois que les réseaux sociaux sont ce qu'on veut y faire, en fait. C'est-à-dire que si effectivement on veut qu'on puisse y lire autre chose que ce qu'on y lit, il faut y écrire. Donc ça, de toutes les façons, c'est à partir du moment où justement des gens militants pousseront, ce qui est déjà le cas, à prendre en considération un certain nombre d'impératifs humanitaires sur les réseaux sociaux, et bien l'opinion se forgera dans ce sens-là. Sur la question juridique que vous posez, le cas est assez intéressant en fait de Blablacar. Effectivement, je dois bien reconnaître, parce que ce que je vous ai dit est effectivement vrai à partir du moment où il n'y a pas de contrepartie. Et là, potentiellement, il y a bien une contrepartie financière. Alors, je connais mal Blablacar, j'en suis désolé. J'aurais fait une recherche plus précise si j'avais dû répondre à votre question. Mais est-ce qu'il est nécessaire que vous soyez payé lorsque vous accompagnez un migrant? Oui ou non, en fait? Pas forcément. Donc, la réponse à la question pourrait être, à partir du moment où vous savez que la personne est effectivement en situation irrégulière, de le conduire, mais sans lui demander de payer ou de participer. Voilà. Alors, la question de la participation peut être aussi présente. Est-ce que oui ou non, il y a une rémunération au simple fait de participer au trajet? Bon. Globalement, je pense que vous pouvez continuer sans trop de difficultés
Et franchement, si demain il y a une quelconque poursuite contre vous, alors ça ne pourra pas être moi parce que le temps que ça arrive à moi, ça prendra un peu de temps, mais je vous trouverai 2-3 personnes qui vous défendront sans aucune difficulté et qui obtiendront sans aucune difficulté l'abandon des poursuites. Mais voilà, mais on voit bien, si vous voulez, c'est tellement démonstratif de ce qu'a voulu faire en réalité l'administration, c'est créer cette insécurité-là. C'est se dire, en fait, ce que je fais, je suis dedans, je suis pas dedans, qu'est-ce qui va se passer? Je risque quelque chose, je risque pas quelque chose. C'est ça ce qu'a voulu précisément l'administration. C'est pour ça que, malgré toutes les tentatives du législateur, l'administration a toujours poussé pour que le texte soit le plus compliqué possible et qu'il soit le moins lisible possible pour lui laisser la latitude, quand elle le décide, de dire oui, mais là c'est un peu différent, donc on est susceptible de poursuivre. Mais voilà, on va quand même vers une simplification et je peux vous dire, en toute sincérité, continuez à blablater avec l'ensemble des migrants que vous prenez. Voilà. Oui, alors il y avait 2 questions qui concernaient ce que j'ai raconté. Alors sur les réseaux sociaux, c'est vrai que c'est un sujet en soi qui mériterait peut-être un autre colloque. Peut-être on pose plein d'autres questions qu'est-ce que les réseaux sociaux donnent à voir de l'Église, quel visage elles donnent de l'Église catholique aujourd'hui. Allez voir, surtout beaucoup d'entre vous sont allés voir, c'est très édifiant. Qu'est-ce que ça donne à voir sur des questions telles que celles qu'on traite aujourd'hui. Après, nous, au niveau municipal, j'avoue qu'on est assez hésitant. Il y a 2 tendances chez nous. Il y a la tendance des plus anciens qui disent les réseaux sociaux, il vaut mieux pas s'en mêler, laisser dire, de toute façon, on peut rien faire, etc. Et puis l'autre tendance qui est de dire, il faut répondre au tac au tac. Ce qui n'est pas forcément non plus toujours la bonne posture. Donc il y a une vraie il y a une formation à avoir, il y a une compétence, il y a une stratégie à définir certainement. Et nous, c'est vrai que dans l'épisode que j'ai raconté, on n'était certainement pas assez préparés. On était présent à un site Facebook de la ville qu'on a immédiatement redressé toutes les contre-vérités qui circulaient, etc. Mais donc c'était très largement insuffisant par rapport au déchaînement que j'ai décrit. Sur l'autre question, mais madame, vous avez parfaitement résumé effectivement l'enjeu par rapport à ces dysfonctionnements que vous avez jugés à juste titre caricaturaux. Voilà, encore une fois, je crois que c'est pas des questions de personnes, parce qu'à la limite, il y a plein de gens bien intentionnés partout dans tous les organismes, chez Emmaüs comme dans les services de l'État. Mais je crois que c'est un système qui dysfonctionne, et je crois il me semble que si on peut prendre un petit peu de hauteur par rapport à ce qui s'est passé dans l'exemple que j'ai raconté, c'est certainement effectivement un manque de discernement et d'anticipation préalable. Il y a tellement de difficultés qu'effectivement, ce qui marche, c'est ce qu'on prépare en secret. Alors, ce qui est parfois vrai, mais finalement assez rarement. Et donc, pour moi, ce qui me paraît déterminant, c'est plus la manière dont on peut anticiper et préparer une politique ou un projet et soulever une question. Moi, je ferai un parallèle avec le fameux débat public là, dont tout le monde parle. Comment est-ce qu'on présente une question délicate? Est-ce qu'on la présente en jetant à la pâture à l'opinion un sujet, ou est-ce qu'on la présente avec des éléments d'éclairage, de problématiques qui vont permettre effectivement à la diversité d'opinions de s'exprimer? Voilà, c'est juste une réflexion pour alimenter le débat, mais j'ai pas plus de réponse à la question prévue que vous posez. Ouais, et puis juste sur les réseaux sociaux, ce que je voulais dire aussi, c'est que c'est très utilisé aussi pour organiser la solidarité. Ce lycée, l'autogestion a fonctionné aussi beaucoup par les réseaux sociaux. En fait, il y avait pour demander aux gens des aides, des conseils juridiques. Enfin, il y a toute une organisation qui se passe aussi de ce point de vue-là. Et les migrants sont aussi très connectés. Donc il y a aussi énormément d'informations qui circulent. À la fois ils sont très connectés avec leur pays d'origine, mais aussi entre eux en Europe. Et puis ils s'informent aussi sur les possibilités, les droits. Et puis ils créent des liens avec des gens de la société d'accueil par les réseaux sociaux. Donc ça sert au pire comme au meilleur. Quant au collège, y a un chapitre du livre qui correspond à une rencontre que j'ai organisée avec des enseignantes entre des anciens occupants du lycée et les collégiens. Moi, je ne savais pas que j'allais l'utiliser dans le livre. Je l'ai fait un peu hors recherche. Juste, c'était parce que j'étais maman d'un enfant qui était en 6e et qui était dans une classe qui avait vu sur le lycée pendant les 2 derniers mois de l'occupation.
que je savais que pour les enfants, ça avait été assez traumatisant. Ça s'est terminé, leur rapport aux migrants, ça s'est terminé par une immense bagarre à laquelle ils ont assisté. À la veille des vacances de la Toussaint, il y a des parpaings qui sont tombés dans la cour du collège. Il a fallu mettre les enfants à l'abri. Il y avait des rumeurs qui couraient parmi les enfants selon lesquelles des migrants étaient passés par les fenêtres. Donc moi, je savais ça. Et bon, voilà, le collège, ils ont fait ce qu'ils ont pu, mais c'est vrai qu'il y a la question aussi de la parole. Et ils sont rentrés des vacances et des enseignants m'ont dit qu'ils ne voulaient plus en parler. Donc voilà, on l'a fait dans quelques classes, pas dans toutes les classes. Et donc ils ont exprimé aussi de la colère. Ils étaient très en colère contre les migrants de leur avoir fait ça. Certains disaient qu'ils s'étaient sentis attaqués. Enfin, voilà, donc, mais ça a été très important et émouvant ces rencontres-là. À la fois pour les enfants qui sont dans ce type de collège, beaucoup des enfants d'immigrés. Et qui, dans les familles immigrées, assez souvent, les pères ne racontent pas forcément les trajectoires, l'exil, les humiliations sur les parcours. Et donc là, en fait, on avait des enfants qui étaient beaucoup des enfants d'immigrés qui posaient des questions à des hommes, qui étaient des hommes exilés. Ils posaient des questions très concrètes sur le parcours, sur le chemin, sur les enfants restés au pays. Et donc, il y avait des salles de classe qui sont des classes quand même plutôt agitées en temps normal. Et les enseignants disaient qu'ils n'avaient jamais eu un tel silence. Même des enfants très agités qui passaient, moi j'ai assisté, il y en a un petit qui est passé du fond de la classe au premier rang pour se rapprocher en fait. Et donc c'était assez intéressant. Et puis ce qui était intéressant, c'est la manière dont les migrants eux-mêmes ont vécu ce moment-là. Ils étaient très contents. C'était des Afghans avec qui moi je m'étais liée. Ils m'ont dit mais en fait les enfants ils posent des questions bien plus intéressantes que les journalistes. Et surtout en fait ils étaient en position restaurée. Ils étaient là comme hommes et pères. Et ils étaient pas les enfants n'avaient pas un regard misérabiliste sur eux ni de charité en fait. Et il y avait quelque chose du coup et donc ils avaient aussi un discours très éducatif aussi sur l'importance de l'école, sur l'importance du respect accordé aux enseignants. Enfin, et ils étaient dans une parole différente de celle à laquelle ils sont habitués ici. Et c'est vrai que moi je me disais en voyant ça, je pense que c'est des expériences qui existent ailleurs, mais je pense que la société a tout à gagner aussi dans ce type de collège, que des enfants issus de l'immigration et ce type de rencontre avec ces hommes immigrés. Je pense que c'est quelque chose qui peut être assez intéressant. Ça fait partie des initiatives qui peuvent s'inventer, qui me semblent intéressantes. Un grand merci pour cette table ronde. Merci.